Salut les amis. Être grow, c'est un peu comme être un savant fou. On teste plein de nouvelles expérimentations pour trouver la solution qui va nous générer de la croissance. Quelles sont les bonnes stratégies à mettre en place? Quelles sont les méthodes qui marchent? Quel est le bon mindset à avoir? C'est l'objectif de Conseil de Growth, répondre à une problématique bien précise avec des solutions concrètes que tu peux implémenter dans ton business dès demain. Je suis Alexis Bouvet, cofondateur de la marque Tailleur et de l'entreprise Growth Hiring, et je te souhaite la bienvenue dans ce podcast qui t'apporte un maximum de conseils pour booster ta croissance. Bonne écoute! Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Conseil de Growth, et aujourd'hui on est en compagnie de Jean Dubrul, un des cofondateurs de Mailmeter. On va voir aujourd'hui comment créer de la croissance via un produit et seulement via son produit, parce que, à savoir, Jean, aujourd'hui pour Mailmeter, on a dépensé 0 € pour la tout ce qui va être contenu promotionnel, ads, etc. Donc c'est vraiment que de l'organique. Et donc on va démystifier tout ça. Tout d'abord, Jean, comment vas-tu? Très bien Alexis, merci de ton invitation sur ce podcast. Plaisir partagé. Est-ce que tu peux te présenter rapidement pour ceux qui nous écoutent, expliquer un petit peu ton parcours, peut-être ce que fait Mailmeter? Ouais, bien sûr. Donc, je m'appelle Jean, j'ai 28 ans et j'ai cofondé Mailmeter il y a 4 ans de ça. À Mhm. l'époque, je faisais partie de l'équipe qui a lancé Station F, le plus grand Ok, campus de start-up au magnifique. monde. Et dans l'équipe se trouvait Corentin, qui était juriste à l'époque, qui s'est reconverti depuis au code en autodidacte. Et donc, on est parti d'un besoin que nous, on avait à l'origine à Station F, à savoir que je m'occupais de toutes les relations partenaires, de tous les services qu'on pouvait proposer aux startups. Et est arrivé un moment où je me suis retrouvé face à une masse de partenaires tellement importante que je pouvais plus maintenir une relation humaine avec chacun d'entre eux. D'où l'idée de construire un outil simple, extrêmement facile d'utilisation, qui permette, depuis son compte Gmail, d'interagir et d'envoyer des emails personnalisés en masse. L'intérêt étant que non seulement les emails arrivent à bonne destination, que du coup ils ne tombent pas en spam, et qu'en plus de ça, tout se fasse de manière ultra simple, moderne et dans le respect des données personnelles. Ce qui à l'époque n'était pas une promesse remplie dans la mesure où il existait des milliers d'outils d'emailing, mais pas forcément quelque chose qui soit simple et qui remplisse tous ces critères que je viens d'énoncer. Ouais, c'est ça. Et surtout, la simplicité de l'outil, c'est vraiment qu'à partir de ton Google Sheet, limite, de ton Excel, ben, en fait, tu lances Mail Meteor et ça t'envoie directement tes mails via ton Excel, quoi, en gros. Alors c'est ça, aujourd'hui donc Mailmeter c'est 4 millions d'utilisateurs, c'est une application recommandée par Google qui fait partie d'une poignée d'applications qui sont recommandées par Google dans le monde et qui est aujourd'hui première sur tout le catalogue du monde entier du Google Workspace Marketplace. Et en fait, au départ, Mailmeter vit principalement dans la suite Google, c'est-à-dire Gmail et Google Sheets. Donc Mhm. directement depuis une feuille de calcul Google Sheet, on peut envoyer ses emails, ce qui est très simple d'utilisation parce que en fait non seulement c'est visuel, chaque ligne représentant un destinataire, mais en plus de ça, on n'a pas besoin de sortir des outils que l'on connaît déjà. Aujourd'hui, Mailmeter a évolué, la version d'origine existe toujours, elle est toujours dans cette suite Google, mais on peut également utiliser Mailmeter depuis une plateforme indépendante en ligne en parallèle, ce qui permet également d'accéder à des fonctionnalités bien plus avancées que simplement des campagnes d'emailing, de type faire des séquences ou des relances automatisées et de la même façon directement depuis son compte Gmail. Ouais, c'est fou. Là, tu donnes des chiffres qui sont impressionnants et c'est drôle parce que bah, on va pas avoir, on n'a pas l'impression qu'il y a autant de branding qu'on va retrouver par exemple sur du Lemlist, etc. Il n'y a pas eu le besoin de communiquer énormément parce que le produit a suffi. Est-ce que tu peux nous expliquer justement comment tu as trouvé aujourd'hui ce product market fit? Est-ce que c'était dès le début, ça s'est fait? Est-ce qu'à l'inverse, c'était progressif? Comment ça s'est passé? Ouais, avec plaisir. Donc déjà, je rebondis sur le branding. Effectivement, c'est pas qu'on est à la traîne, mais on aborde aujourd'hui le produit peut-être de manière un peu
trop franco-française, j'ai l'habitude Mhm. de dire, c'est-à-dire que il mériterait ce produit Manmeter d'être bien mieux marketé, bien mieux distribué, mais aussi par dans la digne lignée de notre façon de faire à nous en tant que fondateurs, dans ce qui est le plus confortable aussi pour nous. C'est vrai qu'on a eu tendance à se réfugier dans le produit. C'est d'ailleurs un des gros défauts hein, quand on développe une application, c'est-à-dire qu'on a toujours tendance à rajouter des features plutôt que de se questionner sur la meilleure façon de distribuer un produit. Et c'est d'ailleurs ce qui distingue les fondateurs qui ont lancé plusieurs produits, c'est-à-dire que en général, le premier projet est raté parce que on se concentre très fortement sur les différentes fonctionnalités et on se dit jamais à qui parler, comment placer mon produit devant les bons utilisateurs, comment le vendre. Et Mhm. sur cette notion plus spécifiquement du market fit, effectivement, nous, on a appliqué une recette qui est à peu près toujours la même, qui a fonctionné avec MailMeter et qui a fonctionné sur nos autres projets par la suite. C'est-à-dire que tout simplement, on a copié. Alors, je vais pas le cacher ni en avoir honte. C'est d'ailleurs, je pense, la meilleure façon d'entreprendre de manière générale. C'est-à-dire que plutôt que d'avoir la logique qu'on a souvent quand on débute dans l'entrepreneuriat, d'essayer d'avoir l'idée de fou, l'idée que personne n'a eu, l'idée un peu saugrenue, c'est vraiment d'arriver avec quelque chose que les gens veulent réellement. Et on sait qu'ils le veulent parce que d'autres l'ont validé par le passé. Je pense que la façon la plus simple, en fait, c'est tout simplement de prendre des marchés qui ont été validés a priori par d'autres, de prendre des copycats. Alors, j'incite pas du tout à copier un branding au mot près ou une façon de faire, mais simplement de se dire, ok, il y a un concept qui a été étraîné Mhm. par d'autres, qui fonctionne, qui a déjà des utilisateurs. En revanche, il y a une opportunité parce que je décèle dans ce concept quelque chose qui va pas. Par exemple, des avis qui sont un peu négatifs, une interface vieillissante, un prix qui est trop élevé ou quelque chose dans l'expérience qui manque. Et en fait, tout ça, c'est des indices qui peuvent en fait donner une indication sur le fait qu'il y a une opportunité de marché et qu'il y a quelque chose à explorer sur un marché qui semble déjà exploré. Et d'ailleurs, la plupart des gens s'arrêtent en fait tout simplement quand ils ont une bonne idée et puis ils se rendent compte en tapant dans la barre de recherche que l'idée existe déjà. Ils s'arrêtent là en se disant merde, quelqu'un l'a déjà fait. Alors que au contraire, c'est le signe le plus clair et net qu'il y a potentiellement une demande et potentiellement un truc à explorer. Ensuite, sans faire un monologue trop long, au-delà de simplement s'inspirer de l'existant, nous, ce qu'on a toujours eu tendance à faire, c'est de s'enticher d'idées qui ont une proposition de valeur qui est simple et claire. Ok. Euh, la plupart du temps, il faut essayer de faire en sorte, en tout cas sur nos projets, et en général tous les projets qu'on a lancés ont fonctionné. Alors, c'est pas forcément des idées à la Steve Jobs, hein, mais en tout cas, ils ont modestement fonctionné, ils ont rempli l'objectif. C'était toujours des projets qui avaient une proposition de valeur qui peut s'expliquer en une seule phrase. Donc, typiquement, Mail Meteor, c'est envoyer des centaines d'emails personnalisés depuis Gmail. Mhm. Voilà. C'est un marché B2B mass market. N'importe qui dans le monde qui a une adresse Gmail a eu le besoin ou aura le besoin d'utiliser un Mail Meteor dans sa vie. C'est compréhensible par n'importe qui de n'importe quel pays et ça résout une problématique assez générique que non seulement d'autres ont eu, mais que nous-mêmes en tant que fondateurs on a. C'est ce qui est un autre point important. Ouais, ouais, c'est ça, et Puis ça te permet de bien communiquer simplement et en fait de te démarquer en disant que bah, mon produit est très simple d'utilisation et t'as pas le frein souvent qu'on peut avoir quand on veut utiliser des outils en se disant oh là ça va être très compliqué. Là, t'as déjà, tu rentres sur des outils que ton utilisateur utilise déjà en plus. complètement. Et pour donner un exemple un peu plus concret de comment faire, typiquement, ça consiste à simplement aller voir les pages d'avis des solutions existantes, par exemple, Mhm. d'aller voir les avis Google, d'aller voir les pages Capterra, les pages J2, et en fait de descendre un peu les différents avis, de les exporter peut-être dans un tableur, et de voir s'il y a un sentiment général qui se dégage. Est-ce que c'est un sentiment positif? Est-ce que c'est négatif? Quels sont les verbatims? Qu'est-ce que je peux extraire en fait de la façon dont parlent les utilisateurs pour moi ensuite l'utiliser comme à la fois mot-clé SEO à exploiter, comme insight produit à développer, etc., etc., etc. Donc en fait, utiliser ce qui existe déjà
pour ne pas avoir à refaire toute une démarche de validation de marché, d'aller envoyer des formulaires par-ci par-là, d'interviewer des centaines de personnes, ce qui est important, mais il y a une validation qui peut être faite très rapidement, Mhm. ne serait-ce par rapport aux signaux faibles qui existent en ligne. Ouais, c'est super intéressant parce que du coup, tu gagnes une longueur d'avance qui est considérable, même si c'est très important d'aller directement au front et parler à ton utilisateur final. Bah là, tu as au moins, je sais pas, 50-70% des insights allez, en une journée, tu passes ce temps-là à analyser un peu toute la concurrence, quoi. Ouais, et puis une fois que tu l'as, effectivement, le plus important, ça reste toujours de mettre ton produit très vite dans les mains des gens et donc de le confronter pour sortir de ton idée à toi et éviter de construire quelque chose que les gens ne veulent pas. Et donc, non seulement de faire un produit minimum viable le plus rapidement possible, en l'espace de quelques jours, quelques semaines, et ensuite d'essayer de le monétiser pareil le plus tôt possible, parce que dès que le premier euro rentre, c'est là que en fait tout devient clair, la roadmap s'éclaircit, la motivation reprend de plus belle, et c'est là que les choses intéressantes se passent. Donc en fait, ouais, le product market fit, donc après il s'établit bien plus tard, c'est-à-dire que c'est pas parce que tu as ton premier utilisateur payant que tu as un product market fit, hein. Le product Ouais. market fit, c'est une sorte de point de patinage où tu sens que ton moteur il vrombit, tu sens qu'il y a de la demande, tu sens que ça commence à décoller et que là il y a un truc à faire, qu'il y a un coup d'accélérateur à mettre. Mais néanmoins, plus tôt tu fais ces étapes de validation, et plus tôt tu peux l'atteindre par la suite. Ouais, et du coup, là, c'est ce que tu as fait avec MailMeter. J'imagine que vous l'avez développé rapidement. Ta bêta, ta première version, ton MVP, est-ce que c'était très éloigné de ce qu'on connaît aujourd'hui de MailMeter? Et comment ça t'a permis en fait de valider tout ça? Est-ce que tu as co-construit du coup avec les utilisateurs? Comment t'as fait? Ouais, alors bah aujourd'hui si tu regardes MailMeter, c'est une expérience ultra simplifiée, tu as l'impression d'utiliser le Stripe des emails. Donc, t'es guidé dans l'envoi de tes emails et en 30 secondes à peine, même pas, depuis ton premier login, tu peux déjà envoyer des emails avec toute une expérience un peu à ce qui se faisait à la Mailchimp à l'époque, avec des animations, c'est super sympa et tout. La première version, je vais pas te cacher, elle était minimaliste au possible. Mhm. Elle permettait d'envoyer des emails. Il y avait même Ok. pas de tracking, il y avait rien. C'était vraiment le MVP et ça a été sorti en l'espace de 10 jours. Ok. Euh, L'objectif étant vraiment de plus vite possible à l'époque d'être publié sur le catalogue Google et de faire en sorte qu'il y ait déjà des premiers utilisateurs. Alors évidemment, la première version, t'en as honte, elle n'est pas du tout aboutie, elle est plein de bugs et il y aura forcément des gens qui vont passer un peu les plats. Maintenant, c'est la seule façon de te rendre compte le plus vite possible que il y a des choses à améliorer et dans quelle direction aller. Et puis après, effectivement, le produit a été co-construit avec les retours des utilisateurs. Nous, ce qu'on a fait, c'est une logique à la Captain Train. On a toujours noté très rigoureusement toutes les demandes des utilisateurs dans un Trello. Donc vraiment, moi, je peux remonter jusqu'à 2018 et savoir qu'Alexis, le 19 décembre, m'avait demandé telle feature. Mhm. Et je les accumule comme ça dans un Trello. Et une fois que les demandes dépassent un certain palier, alors nous en général on ne considère aucune demande de feature en dessous de 20 demandes. Ok. Et pour te donner une idée, la nouvelle version de MailMeter qui est sortie cette année et dont on va faire la promotion sur Product Hunt d'ailleurs très bientôt, Ok. a nécessité pas moins de 1000 demandes avant qu'on commence à la développer. Alors ça peut sembler tardif, mais d'une part c'est parce que ça demandait une somme de travail considérable. En fait, là je te parle de proposer des relances automatisées depuis Gmail. Alors Mhm. ça paraît anodin comme ça, hein. Aujourd'hui, la plupart des plateformes d'emailing proposent ce qu'on appelle du sales automation, le fait d'envoyer des emails à la suite à quelques jours d'intervalle selon la façon dont tes destinataires interagissent avec ton mail. Mais Mhm. derrière, en coulisses, c'est une somme de travail si importante que ça a nécessité un temps de développement important. Et qu'en plus de ça, on a dû passer des audits de sécurité assez poussés auprès de Google qui ont justifié ce temps de développement. Mais tout ça pour dire que ça nous choque pas du tout d'accumuler les demandes et ça nous permet aussi de voir vraiment concrètement via ce Trello
quelles sont les choses prioritaires à développer et de ne pas se laisser guider par un client peut-être qui paye un peu plus cher que les autres, ou alors un stress momentané de se dire ah putain j'ai un bug ici, ou alors j'ai une demande, j'ai une loi des séries, il y a 4 personnes qui me l'ont demandé, alors qu'en réalité elle est pas si prégnante que ça cette demande. Ouais, ça te permet de mettre des priorités en fait dans tes demandes en fonction des users. Ok, ultra intéressant. Tout à l'heure, tu disais que tu essaies justement, lorsque tu lances un produit, de le monétiser le plus rapidement possible pour voir s'il est viable, hein, tout simplement. Euh, Vous, comment vous avez fait pour le monétiser? Vous l'avez monétisé dès le début? Comment tu fais ou comment tu conseillerais justement à une personne qui lance son produit, on va dire gratuit, et de le monétiser par la suite? Alors nous on l'a monétisé presque tardivement, je pense qu'on l'a monétisé au bout d'un mois et demi, 2 mois. Ok. On aurait même pu le faire plus tôt, mais parce que on avait peut-être pas forcément l'expérience ni on avait aussi d'autres choses à faire à l'époque parce que les processus de validation des applications Google étaient différents, donc ça a pris peut-être un peu plus de temps que ça n'aurait pris aujourd'hui. Mais aujourd'hui, en fait, c'est tellement facile d'encaisser de l'argent via Stripe, même sans parler de développement d'une intégration Stripe ou quoi, hein, même avec un lien produit Stripe, aujourd'hui, il est possible d'envoyer ce lien-là à une personne pour qu'elle fasse la transaction, et donc de très vite valider auprès de quelqu'un qui serait partant, de voir si quelqu'un est prêt à payer ou quoi. Donc Mhm. moi, c'est mon conseil, et c'est ce que j'essaie d'appliquer sur tous mes projets. D'ailleurs, on a d'autres projets hein, qui ont bien cartonné en termes d'utilisation, mais qu'on n'a jamais monétisé, pardon. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est rendu compte très clairement que notre attention sur ces projets-là était bien moindre. Déjà parce que on n'est pas Elon Musk et on peut pas se diviser en temps de cerveau disponible en 12. Et en plus de ça, tout simplement, en fait, quand il n'y a pas de sous qui rentrent sur un projet, sans être dans une démarche d'avarice ou de recherche du profit pour le profit, et loin de là, hein, c'est Mhm. l'opposé total de notre philosophie d'ailleurs chez Melmetor, puisqu'on cherche plutôt à gagner du temps que de l'argent. Mais tout simplement, en fait, quand il y a pas de sous qui rentre, et ben ton attention elle est bien moindre. Et donc et c'est quand même un gain de confiance et de motivation sans conteste. Et les premiers temps où tu commences à encaisser de l'argent, effectivement, tout devient clair et tout se réaligne. Ouais, c'est ça, c'est un énorme levier, ce que tu disais de motivation, ça te donne aussi un peu, tu vois, à te dire, ok, bon, bah, mon produit est viable, etc. Et déjà, il correspond à un besoin, et puis derrière, en plus, je peux en faire quelque chose de monétisable ou gagner du temps autre part, etc. Et comment tu le fais passer de gratuit à payant vis-à-vis de tes utilisateurs? Quel discours que tu mets en place? Est-ce que tu appuies juste sur un bouton et tu dis, bon, bah voilà, c'est juste payant? Et tu vois ce qui se passe. Alors, pour activer les utilisateurs de gratuit à payant, en fait, il faut trouver dans le service ou le produit que l'on vend, quel est le fameux aha moment, ce moment où en fait la valeur elle est délivrée et la personne se dit ah tiens, il y a un truc qui fait que c'est pertinent et j'en veux plus. Et il faut pas du tout avoir peur, ça c'est une peur qu'on a tous, hein, de faire passer son produit en payant, de faire payer les gens. À partir du moment où il y a une valeur qui est délivrée, des personnes vont être prêtes à le payer, hein. Ça c'est sans aucun doute possible. Et si elles sont pas prêtes à le faire, c'est que soit le produit ne s'adresse pas aux bonnes personnes, soit qu'il est mal pricé. Mais s'il y a une valeur qui est délivrée, c'est absolument certain que les gens seront prêts à payer. Et d'ailleurs, on sous-estime souvent hein, le prix auquel on peut prétendre vendre son service. Mais Mhm. aujourd'hui, une boîte, elle est totalement prête à payer plusieurs dizaines d'euros ou de dollars par mois pour un service qui lui délivre vraiment de la valeur. En l'occurrence, avec MailMeter, c'est simple, c'est un outil qui permet d'envoyer des emails et tout simplement, il y a une logique de quota. Alors déjà, Google permet d'envoyer jusqu'à 2000 emails par jour, c'est une limite fixe qui est déterminée par Google. Et ensuite, nous, on propose un quota gratuit, quota qui est d'ailleurs plus important que toutes les solutions concurrentes. C'est une des logiques d'acquisition qu'on a mises en place pour attirer les gens à nous, puisque on fait partie des arrivées tardifs hein, sur le marché. Il y avait déjà des applications qui avaient des millions d'utilisateurs avant qu'on arrive. Mhm. Mais en fait, une personne qui utilise MailMeter, elle peut envoyer un certain nombre d'emails gratuitement. Et elle est également limitée dans les fonctionnalités. Elle peut pas forcément faire de tracking en temps réel.
elle peut pas forcément utiliser de relance automatisée, mettre de pièces jointes ou quoi que ce soit. Et en fait, dans tous ces moments-là, bah, tout simplement, on va lui permettre de passer en premium. Alors, on a essayé de le faire de manière à ce que ce soit pas ni intrusif ni relou. Ouais. Parce que typiquement, quand tu installes une application sur ton téléphone de méditation, de sport ou que sais-je, et que toutes les 2 minutes, tu as un truc super chiant avec des pubs qui demandent d'upgrade, tu le fais jamais. Tandis que là, en fait, on t'a déjà délivré une valeur, tu t'as déjà vu que l'outil il marchait, mais on t'en a donné juste assez pour que tu aies la frustration de te dire, putain, ouais, j'en voudrais plus, j'aimerais bien en fait suivre mes emails ou j'aimerais bien envoyer plus que 75 emails par jour. Et donc c'est dans ce moment-là qu'il faut être subtil et arriver et proposer quelque chose d'adapté à la personne. Donc nous, en l'occurrence, on propose un passage au premium. Et en plus de ça, selon ton utilisation de l'outil, selon que c'est la première fois, la deuxième fois, la cinquième fois que tu utilises MailMeteor, on va te proposer en fait des récompenses. Donc typiquement, ça fait plusieurs fois que tu utilises l'outil, on va te proposer une réduction, par exemple. Et tout ça, ça fait que bah, les personnes, non seulement dans un premier temps, tout ça, c'est des boucles de croissance. Dans un premier temps, elle est avertie de la possibilité d'upgrade. On lui propose de passer à l'action avec une modale où on lui dit, bah voilà, ça fait plusieurs fois que tu utilises MailMeteor, tu aurais un intérêt à passer en premium. Et en plus de ça, on te propose une récompense qui est variable parce que non seulement parfois on propose un 20%, parfois on propose de doubler le quota gratuitement, etc. Et donc face à ça, bah, la personne elle a peut-être un peu plus d'incitation à passer en payant chez nous. Et donc nous on a essayé comme ça de baliser tout le funnel client. Au départ, on a fait ça manuellement, hein, tout simplement en prenant un Google Analytics et en voyant un peu où est-ce que les gens s'arrêtent, où est-ce que les gens passent du temps, et où est-ce qu'il serait intéressant de placer effectivement ces différents messages. Maintenant, on le fait de manière un peu plus professionnelle. Hein, on a mis en place un mix panel qui dérivait, qui est un héritage d'un autre outil qu'on s'était développé en interne. En fait, on s'était fait une base SQL avec bah, les différents événements pour traquer un peu tout ça. Base qui n'a plus d'intérêt maintenant qu'on utilise Mixpanel et qui regroupe en fait tous ces événements de la vie d'un client. Et même là, sans rentrer trop dans les détails, nous, on n'est pas du tout dans une logique de suroptimisation. On fait ça plus à la masse, même si ce serait quelque chose de très intéressant à faire et qui est un prochain travail qu'on va mener. Mais ne serait-ce que à grande échelle, on peut voir déjà avec un outil comme Mixpanel combien de personnes rentrent chez nous, combien convertissent et où est-ce qu'il serait intéressant de placer la prochaine action. Est-ce que, par exemple, on s'aperçoit que on a un gros taux de perte sur les adresses gmail.com gratuites, et bah à ce moment-là, notre prochaine expérimentation marketing va porter précisément sur ce segment-là d'utilisateurs. Donc, non seulement d'essayer de voir dans ton expérience client en tant que funnel où est-ce qu'il y a des goulots d'étranglement pour placer ton message le plus pertinent possible, mais en plus de ça, de la segmenter au maximum, histoire de proposer quelque chose qui soit adapté à chacun de tes utilisateurs. Ouais, c'est ultra pertinent parce que du coup, tu trouves ce point de frustration au début, entre guillemets, et tu dis que la fonctionnalité n'est pas disponible, ou tu mets des quotas. Après, tu mets en place justement ces petites récompenses pour dire, bon, voilà, je sais que tu es un bon utilisateur, et derrière, viens, on va un peu plus loin ensemble, et je te fais spécialement, entre guillemets, une petite récompense en fonction de ton événement passé. Et cet événement, tu le traques avec du Mixpanel, mais en tout cas avec de l'analytique au début, et base SQL, et après du Mixpanel pour bien personnaliser cette expérience. Donc, ok, ultra intéressant, et envoyer aussi, bien évidemment, le bon message au bon moment. Donc, ce que je comprends de ce que tu me dis, tu as vraiment poussé l'expérience produit, on va dire, au maximum pour obtenir en fait du gratuit au payant. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment cette croissance est liée à travers ton produit? Comment tu as réussi à générer cette croissance à travers ton produit? Là, en fait, on vient de décrire la façon de faire passer quelqu'un du gratuit au payant, mais de la même façon, toutes les logiques d'acquisition, de referral et de recommandation peuvent s'appliquer de la même manière. C'est-à-dire que déjà non seulement pour avoir des avis utilisateurs, ce qui pour une application comme Mailmeter est essentiel parce qu'on est principalement distribué via des marketplaces, donc
la réputation en ligne de MailMeter est essentielle. Aujourd'hui, c'est plus de 10 000 avis clients positifs sur le Google Marketplace. Et pour obtenir autant d'avis et construire sa réputation au fil du temps, on a appliqué exactement la même logique. On s'est demandé à quel moment il était pertinent d'intervenir dans le parcours de vie de nos utilisateurs pour leur suggérer de noter l'application et de nous encourager dans notre développement. Et de la même façon, je te parlais des applications tout à l'heure, combien de fois on a pu installer, nous, des applications et puis juste après l'installation, on nous demande de mettre 5 étoiles, ou alors à des moments où on n'a pas du tout envie de le faire parce qu'on est bloqué dans une action ou on est dans autre chose. Et évidemment que cet écran-là, on le balaye parce que flemme, pas le temps, pas envie d'engager son nom pour mettre un avis sur une application. Tandis que si on t'offre quelque chose en retour, qu'on est dans une logique de réciprocité, qu'on est dans une logique aussi d'engager nos utilisateurs encore plus via MailMeter, et ben là, à ce moment-là, les personnes sont effectivement plus incitées à laisser un avis. De la même façon, on va proposer aux gens de recommander MailMeter à leurs amis, à leurs collègues. Et ça, on le fait non seulement via des logiques dans l'application, mais si on sort de l'application, on a tout un tas de scénarios d'email transactionnels qui sont mis en place, depuis l'onboarding jusqu'à des actions. Très concrètement, qu'est-ce qui va se passer si toi t'envoies une campagne d'emailing et que tu es utilisateur gratuit, nous on va te signaler, attention, l'entièreté de tes emails n'a pas pu partir parce que tu es utilisateur gratuit. C'est un peu dommage. Et donc la personne, elle est cueillie précisément au moment où elle voulait gagner du temps dans sa campagne. Elle se dit bon bah effectivement je vais faire le taf tout de suite. C'est l'affaire de $10, c'est pas grand chose et derrière je vais gagner plusieurs heures. Je vais pas m'embêter à envoyer des petites campagnes par petites campagnes juste pour rester gratuit. Et comme on l'a accueilli précisément au moment où elle avait besoin de l'application, et on l'a fait via un canal qui était adapté, ici l'emailing, ça nous permet derrière de croître en fait tout simplement, donc de gagner non seulement en avis client, de gagner en recommandation parce que on incite les gens à ramener de nouveaux utilisateurs, ce qui fait que chaque cohorte de nouveaux utilisateurs ramène de nouveaux utilisateurs, d'où l'effet boule de neige et d'où les plusieurs millions d'utilisateurs qui ont pu s'agréger en fait sur MailMeter, parce que on a essayé de faire en sorte que chacune des actions du produit puisse faire en sorte qu'un utilisateur en ramène d'autres ou bien convertisse au payant. Ouais, je trouve ça ultra intéressant comme approche parce que contre-intuitivement, en fait, intuitivement, on pourrait se dire, ok, let's go, je vais faire du market à fond, je vais communiquer partout, je vais faire des ads, etc. Et à l'inverse, vous êtes vraiment focus sur le produit et ça marche, ça montre qu'on peut vraiment faire ça et puis surtout faire de très très beaux chiffres. Donc c'est très très impressionnant. Merci en tout cas pour ton partage, Jean. On arrive à la fin de l'épisode et je voulais savoir, est-ce que tu as un dernier conseil d'amis pour ceux qui nous écoutent ? Alors, ce serait peut-être d'essayer de se mettre dans une posture de ne jamais deviner et de toujours partir des vérités révélées, des insights des consommateurs, des utilisateurs. Donc, c'est toujours de garder une part d'intuition, évidemment, mais de ne se fonder dans ses choix produits, parce qu'on a beaucoup centré notre discussion sur le produit aujourd'hui, de ne centrer ses choix produits que sur des demandes qui émanent réellement des utilisateurs et de les pondérer juste par des faits, de voir combien de gens nous demandent telle fonctionnalité, de voir quelle est vraiment la part, l'importance de telle ou telle fonctionnalité. Et donc, en faisant ça, ça permet d'éviter peut-être le doigt mouillé, d'éviter un peu d'errer et de ne pas savoir où on va, et de vraiment être guidé par des faits et d'être pertinent dans ces développements. Trop cool. Merci pour ce dernier conseil. Je mettrai en lien de l'épisode dans la description du coup MailMeter et aussi j'espère qu'il sera peut-être sur Product Hunt à ce moment-là. Et en tout cas, je te remercie Jean. Merci pour ton partage, c'était ultra inspirant et je te dis à très vite. Prends soin de toi. Merci Alexis, à bientôt. Salut, ciao. J'espère que cet épisode t'a apporté de la valeur. Si tu veux me motiver et me soutenir pour faire encore plus de contenu, tu peux mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et me confier tes problématiques en commentaire. Tu peux aussi le partager autour de toi si tu penses qu'il peut aider. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, prends soin de toi.